Bonsoir, suite des débats de second tour des municipales sur France 3 Côte d'Azur, des débats un petit peu particuliers ce soir, puisque vous allez le voir, tous les candidats ne sont pas là. On va vous expliquer pourquoi. Dans 30 minutes, on va aller à Menton, mais tout de suite, on va commencer par Nice avec 2 des 3 candidats qui sont qualifiés pour le deuxième tour et qui sont sur le plateau. Je vous les présente tout de suite. Jean-Marc Governatori, bonjour. Vous êtes à la tête de la liste Nice écologique, classé écologiste par le département, par la préfecture, et soutenu par Europe Écologie Les Verts et l'Alliance écologiste indépendante. Philippe Vardon, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. tête de liste Retrouver Nice, une liste classée là aussi par la préfecture Rassemblement National et soutenue par le Rassemblement National et la droite populaire. Et puis il y a un candidat qui n'est pas là, donc je vous le disais, et qui a décliné notre invitation, c'est le maire sortant, donc Christian Estrosi. Christian Estrosi qui est à la tête de la liste qui porte son nom, une liste classée divers droite par la préfecture. Christian Estrosi n'a pas souhaité venir donc à ce débat. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, avec donc 2 candidats seulement, on va faire un rappel du premier tour et puis de ce qui s'est passé entre les 2 tours, parce qu'il s'est passé des choses. Rappel avec Hugues Nicolas et Jérémy Crinchamp. À Nice, ce sera finalement une triangulaire, Christian Estrosi, Philippe Vardon et Jean-Marc Governatori. Alliance, fusion ou accord dans la capitale azuréenne, il n'y aura rien de tout ça, bref le grand vide. La gauche a bien tenté une liste d'union avec les écologistes mais sans succès. Résultat, le PS appelle à voter blanc. Pas de consigne pour la liste citoyenne Vive à Nice. Même stratégie enfin pour Benoît Candel, le candidat du Centre national des indépendants et paysans. À Nice, près d'un électeur sur 4 n'a pas voté. Les électeurs se déplaceront-ils pour une campagne municipale qui se déroule sous la pression sanitaire du coronavirus? La mobilisation est la clé de voûte de ce second tour. Alors, je vous l'ai dit, Christian Estrosi n'est pas là. Alors, on va parler de ça, pas très longtemps, mais je vais quand même vous faire réagir tous les 2 là-dessus. Christian Estrosi dit qu'il ne fait pas campagne. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce qu'il n'a pas fait trop campagne? Et c'est peut-être la raison pour laquelle il ne vient pas à ce débat. C'est la question de ces 30 tours de tour avec ses candidats maires sortants. Donc, les maires sortants ont été prolongés de 3 mois. On les a vus un petit peu partout pendant la crise sanitaire. À Nice, mais pas qu'à Nice, ailleurs également. Quel est votre avis là-dessus, Jean-Marc Governatori? En fait, M. Estrosi fait campagne depuis 2014 et il fait campagne aux frais du contribuable. Encore voilà quelques heures, il était sur la promenade des Anglais à inaugurer je ne sais quoi et encore aux frais de la ville de Nice. Alors, il faut être honnête, pendant son mandat, c'est normal qu'il fasse des choses aussi. Voilà, mais c'est là le problème, parce que son problème à lui, c'est le bilan social. Vous savez que le taux de pauvreté est de 21% à Nice contre 15% au niveau national. On va y revenir, Jean-Marc. C'est pour ça qu'il ne fait pas le débat. Je voudrais qu'on parle de ces 3 mois où les maires sortants ont été prolongés. Est-ce que ça pose problème? Il n'y a pas qu'à Nice d'ailleurs. J'ai bien compris, mais moi je suis niçois, moi ce qui m'intéresse ce sont les niçoises et les niçois. Et le fait est que le problème de M. Estrosi, c'est surtout qu'il ne voulait pas le débat. Parce qu'un débat, c'est la réalité, c'est se confronter aux listes les plus performantes du premier tour qui sont donc qualifiées pour le second. Et M. Estrosi, il ne voulait pas ça. Donc il a fait une forme de campagne grâce au Covid, mais le fait est que le problème de M. Estrosi, ce sont les contradicteurs. Et à partir du moment où il rencontre des contradicteurs dans la rue, que ce soit des citoyens ou dans un débat comme ça, face à M. Vardon ou à moi-même, il doit rendre des comptes de façon très claire. Et avec des débatteurs. Et là, il ne voulait pas. Alors, Philippe Vardon, la question de ces maires sortants candidats qui ont été prolongés de 3 mois et qu'on a vu un petit peu sur tous les fronts, pour des raisons bonnes, distribution de masques, etc. Est-ce que ça vous pose problème? Non, mais tous les maires en place ont fait à peu près la même chose, les masques, etc. Certains l'ont fait un peu avant, certains l'ont fait un peu après, certains l'ont fait un peu moins bien, certains l'ont fait un peu mieux. Je pense rien qu'à la ville de Cannes, par exemple, qui a été extrêmement active elle aussi, et puis un peu plus loin, et c'est un maire du Rassemblement National, à Fréjus. À peu près tous les maires ont fait la même chose. Christian Estrosi, aujourd'hui, il nous dit « Moi, je vais pas sur France 3, parce que j'ai pas le temps. Je suis en train de m'occuper de la ville, vous comprenez ?» Bon, au cœur de la crise sanitaire, il a fait le tour de toutes les télévisions. Moi, je me suis amusé à relever ça. Entre le 15 mars et le 10 juin, il fait 16 télévisions. Le 17 mars, c'est BFM. Le 17 mars, il est chez vous. Le 17 mars encore, c'est LCI. Le 20 mars, c'est LCI. Le 20 mars, c'est France 2. Le 6 avril, c'est TF1. Le 9 avril, c'est BFM. Le 12 avril, c'est France 2. Le 18 avril, c'est Azur TV. Le 19 avril, c'est CNews. Le 20 avril, c'est TF1. Le 23 avril, c'est France 2. Et je pourrais continuer longtemps comme ça. Il fait au passage 2 20h, 3 13h. Au cœur de la crise, il avait le temps. Et maintenant, il n'a plus le temps. Alors c'est vrai, Monsieur Governatori, il a beaucoup de temps pour les inaugurations. On en a vu certaines, d'ailleurs, à votre antenne. On l'a connu donc beaucoup plus pressé devant les caméras. En réalité, oui,
c'est plus facile sans contradicteur pour lui. Moi, je vois ça, excusez-moi, mais comme une énorme forme de mépris. Pour vous, pour les médias, pour nous, mais je dirais ça, on est habitués, mais surtout pour les Niçois, pour les électeurs. Parce que vous avez raison, la démocratie, l'élection, c'est le débat, c'est la contradiction, c'est la confrontation, c'est la capacité à poser ici, sur la table, devant les Niçois, à travers vous, nos accords, nos désaccords, le bilan, les erreurs, les échecs. Et tout ça, Christian Estrosi le fuit, ça témoigne d'une pratique très particulière dans la gestion de cette ville de Nice. Christian Estrosi, il croit qu'il peut piloter la ville de Nice sans parler à personne, sans jamais se concerter avec personne. Avec 2 conseillers dans son bureau, il décide de tout. On l'a vu et je pense qu'on en reparlera, notamment avec ce fameux épisode des pistes cyclables, où on n'avertit pas les comités de quartier, où on parle pas aux commerçants, où il n'y a aucune concertation. Et ça traduit de vrais problèmes. Je crois que ça pose, au-delà du débat, j'aurais été très content, vous vous en doutez, de l'avoir en face de moi, surtout que je crois qu'une des raisons pour lesquelles il n'est pas ici aujourd'hui, c'est qu'il a gardé un amer souvenir de notre confrontation sur votre plateau, où j'avais eu l'occasion de lui rappeler son énorme mensonge concernant le terrain de 3000 m² qu'il a octroyé pour une mosquée. J'aurais aimé qu'il soit là pour qu'on en reparle, mais on a plein de sujets à aborder, je suis très content, moi, d'être ici. Alors, on va essayer de respecter entre vous, en tout cas, une équité de temps de parole. Juste un mot, Jean-Marc Governatori, on va reparler de la crise sanitaire un petit peu plus tard, pour voir comment vous avez modifié vos programmes et si vous les avez modifiés. Juste un mot, dans le débat du premier tour, je ne sais pas si vous vous souvenez, Christian Estrosi venait de décider d'annuler le dernier jour du carnaval. On avait été quand même assez surpris parce que vous étiez contre cette annulation du dernier jour du carnaval. On était en pleine pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez cette prise de position ? Monsieur Estrosi essaie de trouver une faille chez moi par rapport à ça, mais lui, par exemple, le vendredi 13 mars, il a fait le tour des EHPAD. Nous, on avait été surpris ici. J'ai bien compris, mais le fait est qu'à l'époque, nous étions au stade 1 du problème du coronavirus, d'une part. D'autre part, au mois de février, il y a eu 1600 décès en France, dont une seule personne qui est décédée du coronavirus. Enfin, par rapport à ma déclaration en France 3, on parlait bien du seul dernier jour du carnaval, et pas tout le carnaval, comme par hasard, c'était le seul dernier jour du carnaval. Lui, il a maintenu les matchs au stade Allianz, et moi, j'avais bien dit qu'il fallait des masques. Je suis le seul homme politique français qui ait dit, dès le mois de février, qu'il fallait des masques. Et M. Estrosi a livré les masques aux Niçois le 20 avril. Philippe Vardon. Oui, non, enfin, je sais que Marine Le Pen a été particulièrement présente sur la crise sanitaire et a été largement un lanceur d'alerte, sans doute en premier. Moi, je crois que voilà, on était face à cette crise sanitaire qu'il a fallu faire encore une fois ce que la plupart d'entre nous auraient fait, ce que la plupart des maires ont fait tout simplement. Alors, je vous propose, avant de rentrer dans les programmes et de voir ce que la crise sanitaire a modifié, on fait 3-4 minutes de politique parce qu'il s'est passé quand même quelques petites choses entre les 2 tours. Jean-Marc Governatori, il y a une tentative d'alliance à gauche entre le PS, entre la liste Viva qui était représentée par Mireille Damiano et vous, ça a échoué. Le PS appelle à voter blanc. Qu'est-ce qui s'est passé de votre point de vue ? Être écologiste... Le PS dit que c'est de votre faute, et de vos alliés en tout cas, d'Europe Écologie Les Verts notamment. Être écologiste, c'est être cohérent. Lors du premier tour, nous avions annoncé une liste 100% écolo. Nous avions dit que nous resterions 100% écolo au second tour. C'est important de respecter la parole donnée. Donc, chez nous, c'est 100% écologiste, 0% de tambouille. Il n'en reste pas moins vrai que lorsqu'on m'invite à discuter, on est tout à fait ouvert. Donc, on est là pour écouter. Donc, j'ai écouté M. Allemand, M. Garcia, Mme Damiano. Il n'y a pas de souci. Mais simplement, on est resté dans la parole que nous avions donnée à l'électorat écologiste niçois. Mais pourquoi il y a moi, j'ai l'impression qu'il y a un rejet de votre personne au sein des forces de gauche. Comment vous l'analysez ? Si tel était le cas, ils n'auraient pas demandé de fuiter avec moi. Ça a été clair et indiscutable. Oui, mais il était... Voilà. Ouais. Je ne sais pas si dans leur esprit, vous alliez rester tête de liste aussi. Ah non, c'était clair et évident que je serais tête de liste, évidemment. Donc Mme Damiano devait être numéro 2 et M. Allemand devait être numéro 3. Ça ne s'est pas fait, mais une fois encore, c'est capital de respecter la parole donnée. Donc certains veulent réinventer la politique. Déjà, réinventer la politique, c'est on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. On est resté 100% écolo, on était 100% écolo. Philippe Vardon, qu'est-ce que vous dites là aujourd'hui ? Est-ce que vous vous adressez aux électeurs des candidats qui ne sont pas présents au second tour et qui pourraient être proches de vous ? Je pense à Benoît Candel, qui a fait un score d'environ 5%, je crois. Qu'est-ce que vous dites à ces électeurs-là ? Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, Benoît Candel lui-même n'a pas souhaité donner de consigne de vote. En revanche, 14 de ses colistiers, hier, ont appelé à voter pour la liste que je mène, arguant qu'on se retrouvait sur un certain nombre de points. Ils ont légitimé cet appel à voter pour notre liste en disant que eux aussi
refusaient l'explosion des impôts qui a été imposée par Christian Estrosi. Eux aussi refusaient cette politique de chasse aux automobilistes qui a été imposée par Christian Estrosi, sans concertation, sans complémentarité. Eux aussi refusent un certain nombre de compromissions électoralistes, et c'est ce qui fait que ces colistiers de Benoît Candel ont appelé à voter pour notre liste. Mais en réalité, vous savez, il y a eu 28% de participation lors de ce premier tour des élections municipales. La majorité des électeurs niçois, l'immense majorité, ne sont pas allés voter. Et moi, je dis à l'ensemble des Niçois, le choix qui sera fait dimanche, il est fait pour 6 ans. Il est fait pour 6 ans. Vous savez, moi, j'ai un petit garçon qui a 8 ans. La prochaine fois qu'on changera de maire dans cette ville, il aura 14 ans. Vous voyez ce que ça représente dans la vie de quelqu'un? Ce choix, il est fait pour 6 ans, il est important, il n'est pas accessoire, il n'est pas anodin. La démocratie, c'est pas facultatif. Les élections, c'est pas optionnel. Il n'y a pas non plus dans cette ville de maire perpétuel qui pourrait se passer de faire campagne, qui serait élu à vie. Et puis, dimanche, on élit l'ensemble du conseil municipal, pas seulement le maire, et je crois que ça aussi c'est important de le dire à nos concitoyens. On élit les 69 conseillers municipaux, on choisira le maire et son équipe, on choisira aussi ceux qui vont défendre la voix des Niçois, y compris dans l'opposition. Il faut aller voter dimanche, c'est important. Jean-Marc Governatori, dernière précision. Vous avez dit, si ma liste au second tour fait un petit peu plus de 20%, il faudra qu'elle soit prise en compte par le maire, Christian Estrosi, s'il est élu. Beaucoup sur les réseaux sociaux ont dit, ça y est, Jean-Marc Governatori se vend à Christian Estrosi. Qu'est-ce que vous répondez? D'une part, je demande aux Niçoises et aux Niçois de se rendre compte que l'élection n'est pas jouée. Parce que si elle a été jouée, c'est plus la peine de la faire et c'est une offense à la démocratie. Je rappelle que 155 000 personnes n'ont pas voté au premier tour et que pour la liste qui va gagner dimanche, elle fera au moins 40%. Et par rapport à l'abstention du premier tour, 40%, ça appelle 25 000 personnes. Donc si 25 000 personnes votent dimanche pour Nice écologique, ma liste fera 40% et je serai maire de Nice, d'une part. D'autre part, si on fait moins que ce score-là, donc effectivement, et que M. Estrosi est maire de Nice, par exemple, eh bien, nous demanderons la création d'une commission de contrôle environnemental que Nice écologique présidera avec des citoyens volontaires tirés au sort, avec des associations engagées, avec l'ADEME, pour regarder ce qui se fait en matière environnementale à Nice. Parce que manifestement, l'environnement, l'écologie, comme la gestion d'ailleurs, c'est vraiment pas les compétences de M. Estrosi. Non, mais pour que ce soit clair, vous ne demandez pas un poste. Ah, certainement pas. Vous ne demandez pas d'être adjoint de Christian Estrosi à l'environnement. Non, mais ça a été interprété comme ça. Hein, non, mais chacun peut raconter l'histoire qu'il veut, parce qu'il y a des égos blessés au premier tour, il y a des listes éliminées qui confondent les désirs et la réalité. Il est hors de question de co-gérer quoi que ce soit. Il est question d'être le plus fort possible dimanche pour que cette ville devienne écologiste. C'est une question de santé, c'est une question d'emploi. C'est capital pour la qualité de vie des Niçois que Nice écologiste fasse le meilleur score possible dimanche. Alors, il nous reste un peu plus d'un quart d'heure d'émission. Je voudrais qu'on rentre maintenant dans les programmes. Et surtout, ce thème qui est important, c'est de savoir ce que la crise sanitaire a changé à votre vision des choses. On a quand même en mémoire le débat du premier tour. On connaît vos positions des uns et des autres. En quoi ont-elles changé? Philippe Vardon, est-ce que les leçons à tirer des 3 mois qui se sont passés sont uniquement d'ordre écologique? Non, loin s'en faut. Bien sûr, vous savez, la préoccupation environnementale, les écologistes n'en ont pas le monopole, pour reprendre une formule célèbre. Et je crois, moi, d'ailleurs, que nous sommes, en défendant à la fois le protectionnisme et le localisme, beaucoup plus cohérents que la plupart sur la question environnementale. Moi, je m'étonne toujours de voir... Localisme, c'est les circuits courts, je m'étonne, oui, bien ça. sûr, les circuits courts, la logique qui veut qu'on produise et qu'on consomme au plus près possible et qu'on arrête d'importer, de fabriquer en Chine des produits qu'on amène en Europe pour finir par aller... les transformer en détritus et les envoyer en Afrique. Voilà, ça c'est une logique malsaine et c'est ça qui pollue la planète. Vous savez, ce qui tue et ce qui épuise la planète, contrairement à ce que semble penser Monsieur Estrosi, contrairement à ce que pensent certains des amis de Monsieur Governatori, ce qui pollue la planète, c'est pas l'habitant des collines dans sa Twingo individuelle. Ce qui pollue la planète, c'est pas l'artisan niçois dans sa Kangoo. Ce qui pollue la planète, c'est pas la famille niçoise qui a un espace parce qu'elle a plusieurs enfants. Non, ce sont ces supercargos qui amènent des marchandises du bout du monde parce qu'on ne produit plus rien chez nous. Et on en a eu une démonstration. On ne peut même plus produire des masques en papier avec des élastiques dans notre pays. Mais c'est pas vraiment la compétence du maire, ça. Non, le localisme, si, parce que, vous voyez, les choix qui ont été faits dans la plaine du Var,
sont des choix qui avant étaient irresponsables, qui demain peuvent être mortels. Dans la plaine du Var, moi je pense qu'on devrait plutôt y faire pousser, vous voyez, de la blette et des tomates, plutôt que des immenses tours de béton. Dans la plaine du Var, quand je vois M. Estrosi qui a une prétention environnementale parce qu'il a mis 4 pots de fleurs, d'arbustes sur Giuffredo, et que dans le même temps il a fait pousser des tours de béton et des grues immenses sur tout l'ouest de la ville, je trouve qu'il manque de cohérence et même de crédibilité. On a bétonné toute la plaine du Var, on est en train de bétonner toutes nos collines. Si vous allez du côté par exemple de Saint-Antoine-Ginestière, c'est une folie, tout est entouré d'immeubles qui poussent. Eh bien je crois que moi, tout cela est déraisonnable. Et concernant la période que nous venons de vivre, moi j'y vois surtout une confirmation de l'état de notre ville, notamment dans le domaine de la sécurité. Le confinement, j'ai juste un mot parce que je veux qu'on aborde ce point. On l'aborde. Bien sûr qu'on va l'aborder après. Donc, mais c'est lié. C'est lié parce que la période du confinement a été particulièrement illustrée par des graves situations d'insécurité. On va l'aborder après, parce que vous avez donné une conférence de presse l'autre jour au Moulin, vous avez tweeté, on va y revenir. Jean-Marc Governatori, on a beaucoup parlé des pistes cyclables à Nice, mais pas qu'à Nice, hein, sur la route du bord de mer, entre Antibes et Villeneuve-Loubet. On en a parlé dans beaucoup de communes, à Cagnes-sur-Mer, etc. On s'est rendu compte que cette forme de déplacement doux, ça ne s'improvise pas. Il y a des retours en arrière qui ont dû être faits. Quelles leçons vous tirez en la matière pour votre programme à Nice ? Mais le fait est que M. Estrosi a fait du Estrosi. Quand il avait des arbres en trop, il en a mis un peu partout, comme ci, comme ça, dans la ville de Nice, hein, et ça a emmerdé tout le monde, il faut dire la vérité, d'une part. Quand il y a eu le problème du coronavirus, il a fait des décrets, des contre-décrets, il a annulé le décret, il a fait notre décret. Vous parlez du port du masque. Ben oui, et puis pour les pistes cyclables, c'est pareil. Tout d'un coup, il a mis des pistes cyclables. Mais ce n'est pas ça, administrer une ville. D'abord, nous la co-administrerons. Donc, dans le projet de société écologiste, ce n'est pas le bon Dieu là-haut qui fait tout ce qu'il veut. C'est le maire qui travaille avec l'équipe municipale et qui travaille avec les habitants. Donc, une piste cyclable, ça se prépare, M. Migou. Ça se prépare. Et il en faut des pistes cyclables, mais ça se fait en concertation avec les habitants. Et ça ne se fait pas en 3 jours. Ça se fait en plusieurs semaines ou en plusieurs mois. Mais est-ce que le projet que vous avez mis au point avant le premier tour, qui est un projet axé sur l'écologie, est-ce que vous l'avez amendé ? Est-ce que vous avez rajouté des choses du fait de ce qui s'est passé pendant 3 mois ? Être écologiste, c'est être réaliste. Donc il se trouve que le projet de société écologiste, j'ai écrit 14 bouquins là-dessus, hein, donc je connais bien le sujet. Donc par exemple, nous parlions de la nécessaire autonomie alimentaire à Nice. L'autonomie alimentaire de Nice, c'est moins de 5%, vous vous rendez compte ? Et cette crise du coronavirus a prouvé que l'impensable est possible. Qui aurait imaginé que 350 000 Niçois seraient obligés de rester à la maison ? Donc moi, écologiste, je vous dis qu'il est possible que nous ayons un problème d'approvisionnement alimentaire pour les Niçois. C'est pourquoi il est capital, par exemple, sur ce domaine-là, de faire le maximum pour sacraliser les terres fertiles, faire des potagers partout. Vous savez qu'à Nantes, par exemple, ils veulent faire un gigantesque potager de la ville entière parce qu'il est grave que les Niçois soient à la merci d'une grève des transports ou d'un problème de parasites qui empêcherait que les produits poussent ailleurs. Nous avons 3 jours de réserve alimentaire et ça, c'est inadmissible quand on co-administre une ville. Il y a aussi le problème de l'autonomie énergétique. Le maire écologiste de Grenoble est parvenu en 6 années à faire que Grenoble va être autonome en matière énergétique. Vous vous rendez compte ? Alors que nous, Nice, 5e ville de France, on dépend totalement de l'extérieur. Et parce que l'impensable est possible, comme l'a prouvé la crise du coronavirus, il faut faire en sorte d'isoler tout ce qui est construit. Ça peut faire beaucoup d'économies. Installer des panneaux solaires sur tous les toits utilisables pour ça à Nice, de façon à nous rendre aussi autonome énergétiquement que possible. C'est capital et c'est ça, administrer une ville comme il faut. Le monde d'après à Nice, selon Philippe Vardon, qu'est-ce que c'est ? Hormis la sécurité, on est bien juste après. Non, mais je reviens juste une petite seconde sur cette histoire des pistes cyclables, parce que déjà, elle préoccupe beaucoup de Niçois, et je crois que c'est encore une fois une illustration. Vous l'avez dit, pas de concertation, pas de logique de complémentarité non plus. Après, il n'y a pas qu'à Nice que ça a cafouillé. Oui, non, bien sûr, mais enfin, c'est pas parce qu'une bêtise est faite partout que M. Estrosi est obligé de la reproduire chez nous. Ça lui arrive souvent, c'est vrai, mais c'est pas une obligation. En réalité, ça pose plein d'autres questions, parce qu'on est en train de faire quoi ? Et c'est la logique qui valait déjà avant cette crise. Je parlais tout à l'heure de ce qu'on a fait sur Hôtel des Postes, Giuffredo, dans le centre-ville. On réduit l'espace, on réduit le stationnement, on crée des vrais problèmes pour nos commerçants. Giuffredo, Hôtel des Postes, le cœur de ville, mais aussi au port, mais aussi à Gambetta. Est-ce que nos restaurateurs, est-ce que nos cafetiers ont vraiment besoin de ça actuellement ? Je ne le crois pas. Et en réalité, on est dans une logique où on repousse tout vers l'extérieur de la ville. Vers les grands centres commerciaux, vers la plaine du Var. On repousse l'activité économique vers l'extérieur de la ville. On repousse les familles vers l'extérieur de la ville. On a perdu, en 10 ans, dans cette ville qui, excusez-moi, devrait être un paradis,
8 000 habitants. On a même vu que l'attractivité de notre ville est désormais tellement en déclin qu'on a l'ESRA, belle école des métiers de l'audiovisuel, qui quitte Nice pour Grasse. On n'est plus concurrentiel vis-à-vis de Grasse. Je crois que tout ça, c'est une situation de déclin de notre ville qui devrait tous nous inquiéter. Le seuil de pauvreté, le taux de pauvreté, vous en avez parlé, monsieur Governatori, c'est vrai, nous avons un nombre de Niçois sous le seuil de pauvreté qui est bien plus important que dans le reste du département, bien plus important que dans le reste de notre pays. Le chômage qui a explosé, plus 41% en catégorie A. Nous subissons toutes les conséquences puissance 1000. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, nous ne sommes pas prêts et nous avons une ville dont nous nous rendons compte qu'elle est très fragile en réalité. Il nous reste, avant la conclusion, vous aurez chacun la possibilité de conclure cette émission, il nous reste 8 minutes, donc on va faire 2 thèmes, on va les faire assez courts, la sécurité et le tourisme. Il y a des choses qui se sont passées dans l'entre-deux-tours, on a beaucoup parlé du quartier des Liserons, notamment dans nos journaux. Est-ce que, selon vous, c'est lié à ça a été accentué par la période de crise sanitaire ? Pas forcément d'ailleurs, donnez-moi votre avis chacun. Jean-Marc Governatori, Philippe Bardon. Sur le quartier des Liserons ? Oui, la sécurité en général. À Nice. À partir du moment où vous abandonnez un quartier, effectivement, il se passe n'importe quoi. Déjà, on pourrait y faire patrouiller une police municipale qui de l'a façon abandonné permanente. C'est la mairie de Nice, monsieur. Oui, mais il y a la police nationale aussi dans l'histoire. Il n'y a pas que la police j'entends municipale. bien. Mais si, c'est pas que les pouvoirs du maire. Quand les rues sont sales, monsieur Estrosi, il dit que c'est à cause des incivilités. Si, quand c'est des problèmes de monnaie, il dit que c'est à cause des subventions qui n'arrivent pas d'en haut. Et s'il y a un problème de sécurité, il dit que c'est parce que c'est la police nationale, c'est jamais de sa faute. Donc, effectivement, la sécurité, en principe, c'est le rôle de l'État, mais évidemment que la mairie a son rôle à jouer. Et puis il y a une question d'urbanisme aussi, il y a une question de rénovation, et puis il y a une question d'emploi. Donc j'en parlerai tout à l'heure en conclusion, mais il se trouve que l'emploi c'est capital, et des personnes qui sont dans l'inactivité et qui sont dans des zones de non-droit, effectivement ça crée de la délinquance. Donc d'une part on s'en occupe, d'autre part on y fait patrouiller une police municipale de façon permanente, étant donné qu'il y a des problèmes, mais surtout on y crée des emplois et des activités, parce que l'oisiveté est la mère de tous les vices, et en l'occurrence, tous les quartiers de France et ceux de Nice qui sont abandonnés par les municipalités connaissent les problèmes qu'on voit aujourd'hui à Nice. Et c'est soluble par une volonté politique ferme qu'il n'y a pas chez M. Estrosi. Philippe Bardon, vous avez tweeté très récemment, notamment lors de la conférence de presse que vous avez donnée au Moulin, qu'il fallait expulser les délinquants de notre parc social. Alors si j'ai bien compris, vous voulez dire que la protection dont parle beaucoup Christian Estrosi, c'est pas uniquement une protection sanitaire, c'est une protection en matière de sécurité et de délinquance. Est-ce que c'est pas un peu excessif quand même et tirer un peu des leçons de la crise sanitaire qui n'ont pas grand-chose à voir? Non, mais déjà, vous savez, la crise sanitaire, elle balaye pas malheureusement toutes les autres crises, elle est au contraire venue se superposer à celle-ci. La sécurité, c'était déjà un problème avant le confinement et avant la crise sanitaire, c'est devenu un énorme problème. Parce que pendant le confinement, on a eu quoi ? Dans le quartier des Moulins, où j'étais ce matin, en effet, où j'ai grandi, on a eu des agressions de policiers, des agressions de pompiers, des agressions de personnel soignant. Vous vous rappelez, on avait eu d'ailleurs cette jeune femme de SOS Médecins qui avait été agressée un peu avant Noël. Tant et si bien que SOS Médecins n'allait plus au Moulin. Et donc que des gens se retrouvaient de la faute de la racaille, de la faute des voyous, privés de soins. Moi, je crois que non, si vous voulez, dans ces quartiers, la seule politique de Christian Estrosi, c'est toujours de choyer les mêmes associations. On donne beaucoup de subventions. C'est une politique de clientélisme, évidemment, on le sait très bien. On s'occupe aussi d'aller faire le tour des mosquées, éventuellement d'installer des imams radicaux, y compris dans des locaux de la ville. C'est ce qu'on a vécu dans le quartier Roquebillière, par exemple. Il y a aussi le sympathique imam Sadouni au Moulin, qui là aussi voit les élus de M. Estrosi, ou M. Estrosi lui-même faire le tour des mosquées. Et puis la rénovation. La rénovation, on nous dit on va mettre 50 millions au Liseron, on a mis 215 millions au Moulin. J'y étais ce matin au Moulin. Ah, c'est vrai qu'on a fait tomber les tours. C'est vrai qu'on a refait les façades, c'est vrai qu'on a refait tous les halls d'immeubles. Mais si dans les halls d'immeubles qu'on a refait, ce sont toujours les mêmes dealers qui y sont tous les soirs, ça ne change rien. La première chose à faire dans ces quartiers, c'est oui d'y rétablir l'ordre. Et vous les expulsez comment ? Vous les expulsez comment ? En utilisant la loi, monsieur Migou. La loi nous le permet. Le bailleur social, Côte d'Azur Habitat, a la possibilité, comme d'ailleurs dans un immeuble privé, a la possibilité, si des habitants ou si la famille de certains habitants commettent des délits, sont condamnés pour des délits ou des crimes, a la possibilité de les expulser. Vous savez, moi je crois que les logements sociaux, c'est fait pour les gens qui sont dans la détresse, dans la misère. J'ai passé toute la campagne, monsieur Migou, à croiser des Niçois en situation de détresse sociale, parfois de handicap, qui attendent depuis des années un logement social. Eh bien moi, vous voyez, je prends les dealers qui sont dans les logements sociaux, ceux-là je les expulse, et j'y mets les Niçois qui sont dans de vraies situations de détresse. Il faut en finir avec ces gens qui pourrissent la vie
non pas seulement que de nos quartiers, mais de l'ensemble de la ville, parce qu'on pourrait aussi parler de l'insécurité dans le centre-ville, c'est très large, ou par exemple tout ce qui se passe du côté du boulevard Franck Pilate. Il faut ramener de l'ordre, voilà, de l'autorité. Dernier thème, vous avez un peu d'avance, monsieur Vardon. L'économie de la Côte d'Azur en général, de Nice en particulier, là aussi ça peut être une des leçons de la crise sanitaire, est-elle trop dépendante du tourisme? Jean-Marc Governatori. C'est clair que la politique de M. Estrosi en ce domaine a été de faire opposer l'économie niçoise, d'une part, sur un tourisme... Toutes les villes de la Côte d'Azur font ça. Non, mais moi, je m'en fous des autres villes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Nice. Donc, les autres villes, aujourd'hui, ne sont pas mon problème. Mon problème, c'est Nice. Je suis niçois, et ce que je veux, c'est des Niçois heureux, et non pas un endettement de cette nature, un chômage massif, et tout ce que nous savons par rapport à Nice. Donc, faire opposer l'économie niçoise sur des dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux inoccupés, parce que M. Estrosi supposait que lorsqu'on faisait des bureaux, ça créait des emplois, ça ne s'est pas avéré exact, et sur le seul tourisme de masse, mais c'est dramatique, c'est une erreur fondamentale, monsieur. Donc, ce qu'il faut, c'est une économie verte. Et à partir, tout à l'heure, je le développerai en matière d'emploi, mais quand vous développez une économie verte, ce sont des emplois locaux, durables, et par conséquent, vous ne dépendez plus de l'extérieur. Aujourd'hui, l'économie niçoise dépend beaucoup trop de l'extérieur, parce que M. Estrosi a fait les mauvais choix. Philippe Vardon. Non, mais il est évident qu'il faut qu'on retrouve un peu plus d'équilibre dans l'économie niçoise. Mais la nature de notre ville fait que le tourisme a une part importante, mais on a complètement tué, par exemple, l'agriculture, qui existait encore, il y a 2 générations. Moi, je suis niçois, il y a 2 générations, il y a beaucoup de Niçois qui avaient encore des serfs qui travaillaient encore la terre, y compris en partie dans la ville, sur Nice-Nord, sur Magnan, etc. Donc, il faut ramener de l'équilibre dans notre économie. Mais ce qui est sûr, c'est que le tourisme, il pâtit pas non plus que de la crise sanitaire. Ces derniers jours, je disais d'en revenir là-dessus, mais quand est-ce qu'on a entendu parler de la ville de Nice? Quand ça se tire dessus à la Kalachnikov dans le quartier des Liserons. Ça, c'est sûr que ça risque pas de ramener des touristes dans notre ville. Voilà. Donc, il y a un moment, tout ça, c'est un ensemble. Il faut que cette ville, on la rende agréable. Il faut qu'on retrouve Nice. Point important aussi, je vous demande votre avis à tous les deux. La crise sanitaire doit-elle inciter à revoir à la baisse un certain nombre de projets? Alors bon, on ne va pas prendre le programme de Christian Estrosi point par point, mais il y a quand même quelque chose qui est très important pour les Niçois, c'est le fait d'augmenter la coulée verte en rasant Acropolis et en rasant le TNN. Est-ce que vous pensez, vous me répondez rapidement, que ces projets doivent être revus? La destruction d'Acropolis et du Théâtre National, c'est 1 milliard en plus et 10 ans de travaux en plus. La ville en avait déjà pas besoin avant, elle en a encore moins besoin maintenant. Donc c'est non, non, non. On peut rénover, on peut remettre en place, mais non à la destruction d'Acropolis, non à la destruction du Théâtre National, c'est irresponsable. La Chambre régionale des comptes a déjà dit que la situation de la ville était alarmante. L'endettement de la métropole a augmenté de 42% en une mandature. C'est vrai. Et l'IFRAP, qui est l'Institut spécialisé sur les finances publiques, classe la ville de Nice 20e sur 20 en mauvaise gestion. Vous vous rendez compte comme c'est dramatique cet avenir-là d'endettement pour les Niçois et qui explique la fiscalité que nous subissons. Donc il faut arrêter avec un maire politique. Maintenant, il faut un maire gestionnaire et je souhaite être celui-là. Si par exemple, demain, vous êtes maire de Nice, est-ce que vous dites que vous aussi, vous devrez peut-être revoir votre programme à la baisse en matière financière? Parce que vous aussi, vous avez des projets qu'il faut financer. Vous ne pouvez pas comparer des projets écologistes, par exemple la rénovation thermique, qui est un gros investissement, qui se paye tout seul. Ça se paye tout seul parce que l'économie d'énergie, en 15 ans, compense l'investissement initial. En plus, ça crée des emplois, ça fait travailler des entreprises locales, ça fait du social parce que 30% des foyers niçois subissent la précarité énergétique, donc on résout aussi ce problème. Donc il faut arrêter avec les grands travaux. Ça, c'est la folie des politiciens du XXe siècle. Alors je vous avais dit qu'on allait conclure, donc on va vous donner 30 secondes, peut-être un petit peu plus à chacun. Je vous demande en fait quelle est la première mesure que vous prendrez si dimanche, vous êtes élu maire de Nice. Alors on va respecter l'ordre du tirage au sort de la préfecture et on va commencer par Philippe Vardon. Moi, la première chose que je ferais, c'est d'aller dans le quartier Roquebillière, dans des locaux municipaux qui sont aujourd'hui occupés par une mosquée radicale. Celle-là même où on a entendu pendant 15 jours, c'était pendant le Ramadan, l'appel à la prière islamique qui était diffusé, qui était imposé à l'ensemble de ce quartier. Je suis le seul à Nice à m'y être opposé et j'ai même fait cesser cela. Je reprendrai ces clés parce que c'est dans des locaux municipaux. Monsieur Estrosi a installé cette mosquée radicale dans des locaux municipaux et moi je fermerai ces mosquées islamistes qui ont été installées dans des locaux municipaux. Et je dis aux Niçois, votez. Je dis à tous ceux qui sont tentés par l'abstention, votez parce que la politique, c'est ça. C'est de faire des choix pour notre ville
on a encore le droit de vote, on ne vous a pas enlevé la possibilité de voter, de vous exprimer librement. Merci. Saisissez-vous de ce bulletin pour dire stop à cette situation Philippe que nous Bardon. connaissons. Vous avez fait un peu plus de 30 secondes, on va donner le même temps à Jean-Marc Governatori. Allez-y. Ma mission, c'est l'écologie. C'est pourquoi Nice Écologique est la seule liste de France à être soutenue par tous les partis écologistes. Mais ça, c'est ma mission, l'écologie. Mon métier, c'est la gestion et l'emploi. Nous créerons des emplois dans la rénovation thermique, dans l'isolation sonore, dans la récupération des déchets, pour l'installation d'énergie solaire, des emplois agricoles, des emplois de services. Et Nice deviendra la ville du plein emploi pour les personnes handicapées et pour les personnes valides. Je vous rappelle que le ministre de PME m'a récompensé pour mon travail en matière d'emploi puisque j'ai créé 500 emplois dans le Sud-Est. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus. Je rappelle qu'il y a un troisième candidat qui est Christian Estrosi à la tête de la liste qui porte son nom, candidat dit vert droite classé par la préfecture dit vert droite. Merci d'être venus à ce débat. On va